Bonjour et bienvenue dans l'Avant-Garde. Aujourd'hui, je suis avec Maxime, CEO de l'agence Share Client, qui crée des pop-up stores et des expériences retail pour des centaines de marques. Bonjour Maxime. Merci, bonjour Nicolas. Enchanté. Je suis hyper content que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui me passionne, les expériences retail. C'est un sujet en plus qui peut déboucher sur comment on fait des ponts entre le digital et le physique aujourd'hui. Donc je suis vraiment ravi de t'accueillir et sans transition, je vais te demander de te présenter et de me parler un peu de ton parcours, Maxime. Je suis ravi aussi en tout cas, le sujet est passionnant. Moi j'ai commencé en 2014, un petit peu avant dans l'événementiel. J'accompagnais pas mal de marques sur des gros événements et puis on a commencé à faire du stand d'exposition, pas mal de choses comme ça. Ça m'a donné la passion de la mise en place opérationnelle des marques et surtout comment on crée un discours, comment on commence à fédérer les clients, comment on fait passer des valeurs de marque. Et en fait, là, j'ai un boulevard qui s'est ouvert sur la partie retail par le biais de l'éphémère. Et donc, j'ai commencé, j'avais une bonne vingtaine d'années, mais j'ai commencé à ce moment-là avec une première agence que j'ai co-créée à l'époque. Et on a accompagné depuis des marques assez intéressantes au fur et à mesure du temps. Et voilà. Et moi, je développe cette nouvelle agence, Share Client, qui a quelques années maintenant, puisque j'ai eu différentes vies et différentes agences. Et aujourd'hui, j'en suis là. Trop bien. Alors, est-ce que du coup, tu peux me pitcher un peu Share Client en quelques mots ? Bien sûr. Alors, Share Client, c'est une agence et on accompagne du coup des marques et des enseignes dans la création d'expériences de vente. Donc ça passe par soit des revitalisations de points de vente ou création de concepts de retail, et aussi accompagner des marques, beaucoup de marques du digital, c'est un peu le sujet là aujourd'hui, mais beaucoup de marques de digital dans la création et la transformation de leur expérience web en quelque chose de physique qui n'existe pas du tout, parce que quand on les rencontre, ça n'existe pas du tout. Et nous, on a cette conscience-là, et créative et réaliste, d'aller faire du retail en point de vente ou en mall ou en gare. Et c'est comme ça qu'on les accompagne. Donc c'est une agence créative et opérationnelle, puisque nous, on les accompagne jusqu'à la remise des clés de leur boutique. Ok, donc vraiment clé en main, projet du début à la fin. J'ai juste à arriver et j'ai mon expérience qui est montée. Ouais, c'est ça. En quelques mots, c'est ça. Ouais. Exactement. Trop bien. Et comment ça se passe aujourd'hui, du coup, un projet avec Share Client ? Donc tu me dis que c'est du clé en main, mais comment ça se passe de la prise de brief ? J'imagine que vous faites aussi du conseil avec toute l'expérience que vous avez accumulée. Ouais. Comment ça se passe concrètement quand j'arrive et que je parle avec Maxime de Share Client ? Quand on parle, déjà, on essaie de... Alors, moi, c'est un truc, mais c'est que depuis longtemps, j'ai commencé à 20 et quelques années à faire du business et en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'animait, c'était de créer des projets avec des gens. Donc, au-delà d'une marque ou d'un client, c'est vraiment un fit avec quelqu'un et que ça se passe bien avec des équipes, etc. Et ça, c'est une vraie valeur dans l'agence aujourd'hui. On bosse qu'avec des clients et les clients bossent avec nous surtout parce qu'on s'entend très bien. Il y a aussi un gros effet de la part des centres commerciaux. On travaille avec eux depuis très très longtemps. On reparlera de l'histoire, mais globalement, on a déployé à un moment donné plus de 300 points de vente pour une marque en pop-up store avec des foncières. Et en fait, c'est les foncières qui nous ont poussé le client. C'était un appel entrant. Un appel entrant, c'était Canal+. Et j'avais 6 mois d'agence. L'agence, elle avait 6 mois. Et on signe Canal+, c'était un levier énorme. Incroyable. Donc, tu vois, il y a autant des clients qui arrivent comme ça et qui disent « Ok, on a entendu parler de vous, on sait que vous savez faire du déploiement, etc. Et dites-nous en plus. » Et à l'inverse, aujourd'hui, on accompagne des marques, on leur dit « Bon, on s'assied autour d'une table. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi ton enjeu ? Tu veux faire de la com ? Tu veux faire du ROI ? Tu veux vendre des produits ? Tu veux trouver des nouveaux clients ? En fait, il y a plein de choses. Et nous, on dit « Bon, allez, comment on met un petit peu un pourcentage de chaque chose dans ce concept, comment on l'imagine et comment on le rend physique, palpable, parce que derrière, il y a des coûts, il y a de la main-d'œuvre, il y a de la production, il faut être respectueux de ses fournisseurs, de son staff, de tout le monde. Et comment on fait ça pour que ça soit en ligne aussi avec les marques qu'on accompagne aujourd'hui, qui ont toutes des valeurs d'ailleurs à défendre qui sont importantes. Et nous, on commence par ça en fait, de se dire, ok, c'est quoi le vrai cahier des charges ? On n'est pas là pour se faire rêver, on est là aussi pour la bonne créativité au bon endroit. C'est à la fois très technique parce que tu as des infos, des enjeux sociaux, de connecter telle personne, il faut que tel message soit dit au bon endroit. Donc c'est très technique, il faut de l'expérience. Et en même temps, il y a un côté très, nous on veut que ça soit nouveau, la startup elle te dit, ou la DNVB ou NVB elle te dit, nous on veut que ce soit nouveau, on veut passer notre message différemment, on veut que ça se ressente. Donc tu as un départ de zéro à chaque fois. Donc c'est comment avec l'expérience, c'est un départ de zéro, la nouvelle créativité. Donc on part de là, c'est la première phase, c'est vraiment la phase, le saut créatif. Et c'est ça, c'est la première phase d'accompagnement, c'est celle-là. Hyper intéressant parce que du coup, ce saut créatif,
J'imagine que tu dois faire aussi beaucoup de conseils et d'aider à la mise en place de ces pop-up stores à partir des enjeux, parce que c'est aussi quelque chose, quand je suis une DNVB, une ONVB, une marque, ça peut paraître aussi un peu nébuleux. C'est-à-dire quand je suis un pur player du online, Clairement. d'arriver du coup à positionner quelque chose sur le physique, c'est un nouveau monde qui se crée. Ouais, Donc, mais c'est souvent ça. Hein. C'est souvent, ça commence par là, de dire, OK, on sait pas du tout faire. On dit, bah, OK, bah, c'est quoi tes enjeux aujourd'hui sur le digital ? Et ben, tiens, on voudrait faire ça en physique. Ouais, mais bon, ça peut pas fonctionner. Donc, en effet, il y a ce truc de dire, bah, les clients, parfois, ils savent pas même me briefer. Donc, j'arrive avec un vrai savoir-faire en disant, t'inquiète pas, on repart de l'ADN de ta marque, on presse le jus de l'ADN de la marque aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'elle a ce positionnement sur le web ? Qu'est-ce qui fait que les gens t'aiment en tant que marque et que tu as envie de promouvoir aussi, parce qu'il y a des nouvelles choses à promouvoir, des nouveaux produits ou des nouvelles façons de faire. Et comment ça, on va l'utiliser, le distiller pour le mettre dans une expérience physique. Et qu'à la fin, ça soit quand même des meubles, de la com, des messages, de la lumière. C'est ça la réalité à la fin. Hein. C'est que ça doit être dans ça et que ça doit vivre. Donc, c'est ce parallèle, on aide quand même beaucoup des clients à se dire t'inquiète pas, on va t'aider et on va te faire du conseil là-dessus. Et alors, du coup, justement, pourquoi ils viennent vous voir ? En fait, c'est-à-dire que initialement, quel est leur problème zéro ? Quels sont leurs enjeux quand ils se disent « Ok, il faut que je crée un pop-up store ». Alors souvent, ce qui est important de comprendre, c'est que pourquoi aujourd'hui j'en suis là et pourquoi l'agence Share Client, on a, je ne vais pas parler de succès, mais pourquoi on a un vrai trend en ce moment sur le pop-up store et dans le retail en règle générale, c'est qu'en fait, ça fait 10 ans que je travaille avec les foncières nationales. Clépierre, Unibail, Altarea, je peux toutes les citer, Apsis, il y en a plein, elles vont certainement écouter, donc pas que j'en oublie, mais en tout cas on travaille avec la SGM qui vient de racheter le BHV par exemple. Bon, il y a plein de sujets comme ça. Et on travaille avec eux depuis très longtemps parce qu'on les aide à pousser des marques dans des centres. Et à l'inverse, elles ont besoin que les marques elles viennent dans les centres, donc elles ont besoin d'agences comme nous. Donc ça c'est un peu le premier point, c'est pourquoi elles me contactent, parce qu'en fait on leur parle de moi. Et comme nous, on n'a jamais lâché et que j'ai envie de faire des pop-up depuis longtemps et que j'ai envie de bien les faire et que en fait, c'est très technique, t'installes de nuit, en fait, c'est compliqué, faut maîtriser bien des budgets, des machins. Et en fait, il y en a beaucoup qui se pètent un peu les dents et qui abandonnent au bout d'un moment. Nous, on n'a pas abandonné et on s'est dit comment on va rendre ça encore meilleur. Et donc, là arrive la rencontre avec les clients. Donc, les clients, soit ils arrivent vers moi en disant nous, on sait que tu vas nous faire un pop-up, on ne sait pas encore quoi, mais on sait que tu peux le faire. Donc, on vient de parler. Et à l'inverse, il y a des marques que moi, je viens un peu draguer parce que qui me plaisent. Je sais pas, par exemple, là, sur de la moto, on est en train de parler avec un gros fabricant, un constructeur de moto qui est allemand, qui est génial et qui me dit « Ah, on veut faire des trucs avec vous parce que je les ai dragués depuis un petit moment. » Et ben, c'est cette rencontre-là, mais à la fin, le message, il est un peu similaire. C'est de dire « Ok, ben, on sait que tu sais faire » ou « Tu nous as prouvé que tu savais faire, mais maintenant, voilà, c'est comment on articule le truc. » Ça se passe souvent comme ça. Ouais. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'elles viennent chercher, finalement, qu'est-ce qu'elles attendent du pop-up store qui va être fait pour leur marque ? Ça, c'est souvent du ROI. Souvent, sur certaines marques, en tout cas, c'est souvent un retour sur investissement. De dire on veut au moins être flat ou commencer à gagner de l'argent avec. Ça, c'est un des critères, en tout cas, les plus complexes à mettre à gérer parce que c'est extrêmement compliqué de savoir à l'avance les CA, les volumes, etc. Donc, on peut s'appuyer sur l'expérience passée, ce qu'il y a autour. On a plein d'infos comme ça. Les foncières aussi partagent un peu des chiffres pour essayer de se projeter. Et puis, il y a aussi toute la partie, nous, on veut exister physiquement, on veut faire de la com, on veut en parler. Mais c'est souvent des boîtes soit qui ont plus d'argent, parce que ça coûte quand même de l'argent, ou soit ils sont arrivés à un équilibre où ils savent qu'ils ont besoin de créer une rencontre physique avec leurs clients. Et donc c'est un peu ce mix qui peut se créer à ce moment-là. Mais voilà, c'est souvent ces deux axes-là en fait. Hein. Ok. Hyper intéressant le sujet de la rencontre physique du coup avec le client. J'en parle souvent avec un certain nombre de DNVB. Et il y a effectivement de plus en plus cette idée d'être présent dans le quotidien physique des clients. C'est quoi, justement, qu'est-ce que tu penses de ça ? À quel point ces pop-up stores ils peuvent jouer un rôle fondamental pour la mise, pour mettre au contact la marque des clients dans un autre cadre que le web, quoi.
Tu vois, c'est l'expérience physique que tu vas vivre. Tu te mets, même aussi petit soit-il, on fait des kiosques qui vont, je sais pas, on fait des expériences, ça va de 9 mètres carrés à 70 ou 80 mètres carrés. Tu te dis, aussi petit soit-il, tu crées un environnement et un univers dans lequel, en tant que client, tu peux te projeter. Donc, tu testes le produit, tu le touches, tu rencontres des gens, etc. Et ça, déjà, la valeur de ça, elle est énorme. En plus du fait de vouloir transformer de la nouvelle clientèle, quand tu es bouché en termes de ads, à un moment donné, tu viens sur le physique. Et quand tu vois qu'un mois de ads, tu peux te payer un pop-up, à certaines périodes, sur certains mots-clés, etc., tu te rends compte à quel point tu peux faire de la transformation. Donc c'est là aussi où ça a emmené à faire un peu un boom du pop-up. Ouais. Au-delà du fait que chaque marque, à un moment donné, doit se dire « Allez, il faut que je fasse mon pop-up parce que c'est bien pour les investisseurs s'il y en a, c'est bien pour... » Donc il y a une espèce de truc là-dessus où il faut être en pop-up. Ouais. Mais au-delà de ça, comment tu fais en sorte que ça soit rentable ? Ça, c'est un sujet. C'est un vrai sujet, d'autant plus que les coûts d'acquisition augmentent de plus en plus, notamment aussi parce qu'il y a une dépendance certaine de ces DNVB aux ads. Clairement. Et c'est aussi là où c'est intéressant parce que ça ouvre une nouvelle manière, un nouveau canal d'acquisition. Et ça, c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas longtemps, on a beaucoup entendu parler de Chine qui ouvre des points de vente physiques un peu partout dans le monde, à Lyon il n'y a pas longtemps. Est-ce que du coup, le physique, ça va devenir indispensable pour avoir des coûts d'acquisition contrôlés, pop-up store ou pas d'ailleurs? C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors pour moi, la transformation en physique, elle a un intérêt quand tu pilotes vraiment soit la marge de tes produits, parce qu'aller faire du physique, tu as quand même une problématique de marge, parce qu'il te faut du staff, tu as un point de vente, tu as des charges qui sont différentes du digital. Donc déjà, il y a des produits, pour moi, qui ne peuvent pas trop fonctionner en physique. Par exemple, Chine, c'est différent parce que c'est un mastodonte et d'ailleurs, voilà, bon, j'ai même pas d'avis là-dessus, mais bon, c'est un mastodonte, c'est compliqué parce que lui, il a des marges qui sont... c'est pas compliqué pour lui, mais il a des marges qui sont un peu démesurées. Mais tu as des produits, par exemple, qui fonctionnent bien. Alors nous, on est un peu orienté solution, mais les produits qui fonctionnent bien, par exemple, la food. Tu prends la food, ce qui est génial, c'est que globalement, si tu es au bon endroit et que tu as une offre bien positionnée par rapport à là où tu es, alors que ce soit dans un centre co, une gare, un lieu de passage rapide, un lieu de loisir, ce que tu veux, si tu es bien positionné, tu sais que là, tu peux scaler et grossir facilement. Parce que globalement, les gens, ils mangent, ils continuent à manger, et voilà. Donc, avec la food, tu arrives vite à transformer. Pour autant, tu as des produits, par exemple, sur des produits ou de la cosmétique ou des produits avec beaucoup de valeur ajoutée, mais avec des marges où tu es obligé de passer du volume. L'effet pop-up, il est plus compliqué. Parce que, déjà, dans une journée, tu as un nombre d'heures où tu es ouvert. Alors que sur le web, à 23h, tu es sur ton téléphone, tu peux acheter un truc, tu es dans ton lit posé. Voilà. Alors que là, en boutique, ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que de 10h à 20h, il faut charbonner pour vendre. Ensuite, tu as des flux, s'il pleut, s'il fait soleil, donc ça joue aussi, etc. Tout ce qu'il y a, tous les aléas du retail. Donc, il y a des produits où si tu n'as pas des marges un peu plus confortables dessus, tu as du mal à rentabiliser simplement le fait d'être présent en physique. Donc, c'est là où il faut se dire dès le départ à quoi elle va me servir mon opération et comment je peux faire en sorte de transformer les clients sur place en clients acheteurs digital, par exemple, et qui, dans le futur, seront des clients réguliers. Et c'est là où tu fais la meilleure opération. C'est hyper intéressant parce que ça peut devenir un tremplin, un levier pour justement aller chercher d'autres gens qui ne t'auraient pas connu sur le digital. Et l'exemple de la food, c'est un très bon exemple. Si on prend Laura Todd, qui est un de nos clients, ils ont effectivement des corners dans un certain nombre de centres commerciaux et on peut très aisément se dire que j'ai vécu une expérience où j'ai testé du coup un cookie chez Laura Todd que j'ai trouvé trop bon. En fait, le pont est facile pour se dire que je vais potentiellement en racheter pour me les faire livrer ou pour les offrir à un autre moment. Et c'est là où je trouve que, notamment dans le cas de la food, l'expérience physique apporte un truc assez énorme sur l'awareness de la marque et le fait qu'elle devienne grand public d'un coup, quoi. C'est ça, mais tu vois, par exemple, la distribution en street food, street marketing. Tu vois des opérations, que ce soit guérilla ou pas, mais tu vois des grosses opérations, tu vas faire de la distribution, etc. C'est ni plus ni moins que faire ça, mais avec une enveloppe un peu plus quali et un environnement un peu plus fort. Mais en soi, c'est faire évangéliser un produit, alors quand tu n'es pas encore connu, mais évangéliser un produit auprès d'une clientèle cible que tu vas identifier. L'avantage du centre co, par exemple, pourquoi il y a beaucoup de pop-up dans le centre co, c'est que
Tu as des KPI, tu sais que tel centre co, il fait tant de visiteurs annuels, telle porte, ça draine ça, il y a des zones food, des zones prêt-à-app, etc. Et donc, tu peux déjà qualifier une partie de la clientèle que tu vas choper. Donc, c'est là où c'est plus facile parce que tu as déjà des infos, quoi. Ouais. Alors, couvrir un pop-up dans la rue comme ça, c'est un peu plus compliqué, tu n'as pas ces infos-là. Donc, il faut être plus sûr de toi, quoi. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, on en avait parlé une fois, je me rappelle, c'est la rencontre entre ces passants des centres commerciaux et le corner de marque. Ça doit être complexe parce que finalement, c'est un peu un pari pour une marque d'arriver à un endroit où, c'est ça la magie du physique et des fois aussi la difficulté du physique, où d'une, personne t'attend et de deux, potentiellement, les gens sont pas très intéressés pour venir te voir. Comment tu arrives à... Est-ce que tu as un rôle de conseil là-dessus pour essayer de trouver aussi le bon match entre la marque et le bon endroit? Et est-ce qu'il y a une recette magique d'un pop-up store qui marche? Alors, ouais, recette magique, c'est là, c'est l'histoire de la martingale. Mais non, aujourd'hui, il y a des choses à éviter surtout. Et donc déjà, c'est éviter, c'est penser que le centre co, il va t'emmener ton trafic, penser que... Donc, je parle du hors food, parce que food, tu as un achat d'impulsion. On a des clients aujourd'hui qu'on développe en food. C'est un carton, on le sait, parce qu'on se met au bon endroit, on a le bon message, mais surtout parce qu'en fait, c'est un achat d'impulsion que ça marche. Mais tu te dis, tu es hors food, tu es des produits un peu nichés, par exemple. Là, tu sais que les derniers mètres avant que le prospect, ou en tout cas que le suspect, ce passant, il arrive devant et qu'il s'arrête et qu'il commence à s'intéresser et que tu arrives à entamer le dialogue, là, il y a 4-5 freins qu'il faut arriver à casser. Donc, tu peux le faire par de l'entertainment. Tu as un truc un peu jouet, jeu, un truc qui va attirer le regard et que tu vas réussir à pousser. Tu vas le faire par un message fort qui va parler directement à un conso. Donc là, il faut quand même bien les connaître. Donc, si tu les connais bien par le biais de ton digital, tu peux arriver à avoir des bons messages. Tu as évidemment l'aspect général du dispositif. Il faut être un peu extraordinaire, même avec toutes les contraintes des centres co. Alors, il y en a beaucoup. Ouais. On joue avec, mais il y a toujours des contraintes. Donc déjà, il faut être créatif là-dedans. Et donc ça peut être des éléments qui font que tu vas déclencher, arriver à attirer un peu tes clients. Mais surtout, il faut communiquer à fond et faire venir déjà tes clients actifs. Par exemple, tu es une marque du digital, tu fais ton premier pop-up, il faut que tu draines à fond des clients existants pour leur faire acheter tes autres produits. Et demain, ça sera, ils vont vivre une expérience. Tu as déjà vécu ça peut-être enfant ou récemment, ou je te le souhaite, de tomber sur une marque, il se passe un truc, il t'invite ou il t'offre un... Et là, tu te dis... Mais en fait, j'ai une connexion avec cette marque. Et tu vas rester longtemps avec cette connexion-là. Et ben ça, c'est exactement ce qu'il faut arriver à créer dans le pop-up. C'est intéressant, ça rejoint un peu du coup la discussion que j'avais avec Yann Lemad la semaine dernière de Katz, qui disait en fait, les gens maintenant, ils ont besoin on capte leur attention en les divertissant d'abord, en créant quelque chose d'émotionnel, plutôt que en leur vendant direct quelque chose. Donc en fait, sa typologie, c'est plutôt de travailler sur du coup les créatives, les ads, mais il a ce même truc de se dire, je veux d'abord capter l'attention par quelque chose mémorable, avant même de leur vendre quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est aussi la même chose qu'il y a sur le pop-up store, avec la possibilité en plus de faire une expérience immersive sur du physique, quoi. Clairement, si tu y vas pour essayer de pousser un produit et forcément transformer en argent le discours que tu vas avoir avec ton client, il y a plein de moments où en fait, ça va juste pas passer, quoi. Parce qu'il faut arriver à éveiller ce truc-là avant. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire. Le pop-up, c'est un des vecteurs. Mais globalement, c'est ça qu'il faut aller arriver à chercher, quoi. Et est-ce qu'il y a une compatibilité de branding entre des emplacements et une marque? Je te pose cette question parce que la dernière fois, je parlais avec quelqu'un du coup qui s'occupe de mettre les marques sur les marketplaces. Et il y a un certain nombre de marques qui lui disent: mon branding n'est pas compatible à Amazon. Je ne veux pas que mes produits soient sur Amazon parce que du coup, je vais être outbrand. Est-ce que du coup, tu as la même problématique sur le physique et sur les pop-up stores? Clairement. Mais ça, même on doit nous le réfléchir pour qu'on puisse avoir des duos gagnants, en fait. Parce que ton emplacement, forcément, il draine une catégorie de clientèle. Alors, ça se vérifie quasiment partout. Que tu ailles au 4 temps, à Beaugrenelle, ou au Quartz, ou au Paris, peu importe, en fait. Que tu sois dans le centre de Paris ou ailleurs, tu vas te mettre en phase avec ta clientèle, avec ton offre, etc. etc. Donc, d'un sens, oui, c'est même fondamental de bien le penser en amont et pas juste se dire, tiens, il y a du trafic à cet endroit
et ça va suffire. Ouais. Bah, c'est pas suffisant. C'est quoi. le même ciblage que sur les as, mais sur du physique, en étant peut-être C'est encore exactement plus, la même chose. Hein. je dirais encore plus pragmatique et rationnel que sur quand je confie mes ads à l'algo Meta. Ouais, mais par exemple, mais tu vois, c'est marrant parce que ça, c'est une question qu'on me posait souvent. Ok, oui, Maxime, on aimerait bien faire un pop-up. Tu penses quoi de cet emplacement ? Et on me dit ça. Et souvent, hein, la première question, Maxime, tiens, tu fais du conseil. Tu penses quoi de cet emplacement ? Bah, je dis, tu vas un mercredi après-midi ou un samedi. C'est quoi les moments où toi, tu penses être accurate avec tes clients en termes de vente ? Je sais pas si tu fais du food ou si tu fais du tea time. Bah, tu y vas à ce moment-là, à l'emplacement dont on t'a parlé. Et puis tu prends un compteur, tu prends ton téléphone et tu rajoutes 1 + 1 + 1 et tu regardes. Ou sinon, tu regardes, est-ce que les clients ils sont en train de consommer ? Est-ce que c'est ma bonne typologie de clients, etc. Mais c'est des trucs simples. Mais parfois, en fait, on passe juste à côté. Mais non, va sur place et regarde. Et c'est-à-dire analyse. Que finalement, tu me dirais que le meilleur outil, c'est d'aller sur place. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être que tu as des outils pour essayer de cerner la typologie de population qu'il y a dans un certain nombre d'endroits et qui te permettent de faire du conseil éclairé auprès de tes marques. Mais toi, ton point, c'est de dire, il y a peut-être des outils, mais il y a aussi juste va vivre l'expérience et vois si ça fit avec ta marque. Mais ouais, parce qu'en fait, on a l'impression que, tu sais, le digital, il y a le hardware et le software. On est derrière son ordi, on peut créer tout ce qu'on veut. On sait que derrière, il y a des usines, des machins, on se confronte avec la logistique, etc. Ça, toutes les marques, elles ont conscience, quoi. On parle des DNVB, en tout cas, parce que c'est eux qui boostent aussi pas mal le marché sur le pop-up store. Mais ça se vérifie pas partout, mais globalement, c'est ça. Et donc, ils savent que toute cette partie-là, c'est compliqué, ces machins, mais tout le reste, tu le fais derrière un ordi. Tu peux mettre plein de choses en place, organiser. Et finalement, la continuité, c'est de dire, OK, on va faire un pop-up. C'est un peu une petite tentacule qui va dépasser du business de vente. Mais en fait, non, c'est un vrai chemin parallèle où il y a de nouveau, il faut aller se confronter réellement à ce qui se passe, au physique, etc. Donc, le meilleur conseil, c'est de dire, tu vas aller en physique à un endroit, va à l'endroit. Ouais. Et rends-toi compte par toi-même. Tu vois. Après, évidemment, les centres, l'avantage, c'est qu'ils ont encore une fois, ils ont des chiffres. Mais il faut le faire. Ouais, mais j'adore ce que tu dis là-dessus parce que je trouve que sur le marketing, et particulièrement sur le marketing digital, marketing d'acquisition, on oublie souvent qu'en fait, derrière les écrans, il y a une personne qui rencontre une marque, ou une personne même qui rencontre une autre personne. Et en fait, on oublie tout ça en programmant des ads, en améliorant du ciblage, en faisant un ciblage de ses emailing ou de ses campagnes SMS. Mais en fait, on oublie qu'à la fin, il y a une rencontre. Et cette rencontre, toi, tu la vois et tu la matérialises directement avec du physique, des gens qui se rencontrent physiquement, quoi. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vrai que tu me dises, en fait, juste, on oublie que en fait, derrière les écrans, il y a des humains, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais toutes les marques, elles s'en rendent compte. Alors, elles font souvent des petits événements où elles ont déjà eu des petites expériences en rencontrant les clients en direct. Mais tu vois que il faut les rassurer parce qu'ils se disent, mais en fait, c'est compliqué, quoi. On dit quoi, les vendeurs comment on trouve des vendeurs, d'ailleurs ? On les trouve où ? Et puis, il faut encaisser. Et puis... comment on connecte Stripe ou autre. En fait, la réalité, c'est que en fait, tu deviens un commerçant avec tout ce qui va autour du commerce. Donc, nous, on essaie de simplifier une grosse partie. Au fur et à mesure du temps, on a intégré pas mal de partenaires. Tu vois, ça fait depuis 2014. Donc, on a intégré quand même beaucoup de partenaires qui nous aident maintenant à accompagner nos clients sur les systèmes d'encaissement, sur la force de vente supplétive, sur tout un tas de sujets. C'est pour ça qu'on fait du clé en main aujourd'hui. Et en fait, les clients nous le demandent. Au début, on était très transparent. Nous, on fait de la créa. On est une agence où on design des rencontres sociales entre des marques et des clients. Ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça. Et avec toutes les stratégies, l'expérience qu'on a derrière, on met ça là-dessus. Puis après, il y a des fabricants, il y a des agenceurs, il y a des électriciens, des enseignistes, etc. Puis on nous disait, les marques elles nous disaient, mais ça, en fait... nous, on ne comprend déjà rien sur le reste. Où est-ce qu'on fait fabriquer un meuble, un truc ? Je dis, OK, laisse. Nous, on se débrouille. Aujourd'hui, on a une dizaine d'ateliers. On fabrique les kiosques pour nos clients. Ouais. On a les enseignes, etc., etc. Et en fait, on gère toute cette partie-là et on leur dit, voilà, on facilite votre métier de commerçant parce qu'à la fin, tu t'es presque comme avec ton ordinateur et quand tu pousses des messages auprès de tes clients, là, tu n'as plus qu'à faire ça sur place et on t'a solutionné tout le reste, quoi. En fait, c'est un peu, Shark Lion, c'est un peu commerçant autoservice, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu ça, ouais. Ça peut être une manière de le traduire, ouais. C'est marrant. Et c'est intéressant parce que tu disais, vous travaillez avec des partenaires, notamment sur les systèmes d'encaissement, etc. J'allais te poser cette question-là parce qu'en fait, si je suis une DNVB qui naît du online, j'ai mes outils online, je suis habitué, souvent il y a une plus grosse maturité sur
sur les outils digitaux, marketing du online, plutôt que sur le offline. Là, ils découvrent un autre écosystème. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont pas genre perdus dans ce truc? Ah oui, putain, il faut un système d'encaissement. Ah ok, sur mon site web, je collecte de la data. Là, comment je fais pour collecter de la data? Comment tu les accompagnes là-dessus? Est-ce que tu les accompagnes là-dessus d'ailleurs? Alors, il y a justement, nous, on met certaines limites parce que on peut pas être excellent partout. Déjà, on essaie de se booster à fond pour être vraiment au top de ce qu'on peut savoir sur la mise en place opérationnelle de boutiques, de pop-up, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de contraintes à connaître. Aujourd'hui, on joue avec, on est assez à l'aise. Mais on a rajouté au fur et à mesure des choses qui étaient vraiment des freins pour les clients. Globalement, c'est les entrepreneurs à qui on parle. On a la chance souvent d'être soit avec des équipes marketing, mais très proches des C-level, donc des gens qui peuvent vite transférer des informations, etc. C'est la chance qu'on a, c'est qu'on parle aussi beaucoup, beaucoup avec des fondateurs. C'est des gens qui ont des cerveaux qui percutent à 12 000. Si on leur dit, tiens, les systèmes d'encaissement, non, moi, ça va coûter. Si on doit te le gérer, ça a un coût, en fait. Donc, tu feras une économie. Va appelle ta banque, prends un TPE. Lui, en 3 jours, c'est réglé. Donc, c'est plutôt des tips qu'on va donner en disant, fais des économies là-dessus. Moi, c'est pas ma valeur ajoutée. Je m'en fous de marger sur un système d'encaissement, tu vois. Ouais. En revanche, que le client, il soit OK avec ça et qu'il puisse avoir un truc qui le libère l'esprit, ça c'est fondamental. Donc on le fait, mais c'est plutôt de dire je te mets en relation avec un tel qui va t'accompagner ou je t'aide là-dessus. Mais c'est encore, pour le coup, c'est des partenaires qu'on vient intégrer sur le sujet. Et potentiellement, là tu me parlais, le pont est intéressant, mais tu me parlais justement de l'acquisition des datas, des données, etc. Et nous, on essaie de le faire vivre au travers de l'expérience. Donc c'est-à-dire que on peut créer un jeu qui te permet justement de collecter de la data. On essaie de ne pas faire un truc juste en collecte pure, mais un échange. Parce que tu vas échanger un moment, tu vas échanger un produit, une réduction, etc. Donc ça, c'est un peu le plus simple, mais on essaie de le créer. Et après, on a besoin de partenaires qui vont, eux, mettre des solutions plus techniques pour arriver à transformer cette data-là, quoi. Donc nous, on s'arrête un peu ici. Et après, c'est le rôle de partenaire. De faire le taf. Exactement. Ouais, intéressant, parce que finalement... j'ai mon écosystème où sur mon site j'ai ma pop-up de newsletter. Bon ben en fait là je dois quand même me dire merde là comment je fais? Je peux pas faire une pop-up de newsletter, comment je crée quelque chose avec la contrainte de se dire ça doit toujours être une expérience qui enchante. Donc je peux pas foutre un formulaire sur le côté et... tu peux en mettre un, mais à tout moment tu récupères ton papier et vierge à la fin. Mais en fait c'est là où c'est intéressant et qu'il y a un mix et c'est un sujet. On en parle avec pas mal d'acteurs sur LinkedIn. Il y en a pas mal avec qui on échange justement, qui sont soit très digital, très web, très etc. Mais tout le monde est très quelque chose et à un moment donné il faut faire cette passerelle. Ton client quand il arrive, tu ne le connais pas, ça se trouve il est déjà client chez toi, ça se trouve il n'est pas client et il ne te connaît pas non plus, mais globalement s'il est client chez toi, tu sais pas si c'est sa première visite ou pas. Et ça change tout aussi. Donc c'est comment tu vas avoir une facilité d'échange, mais c'est aussi verbal, c'est un vendeur avec un ambassadeur de la marque si tu veux, si on ne peut pas appeler ça un vendeur, mais tu as un vendeur avec un client et c'est hop, comment tu as cette passerelle, comment tu récupères son mail. Par exemple, on a développé un système avec des bornes photos. C'est, tu vois, photo booth classique, tu connais. Sauf que nous, on l'a un peu remasterisé. On avait fait ça sur Emma Matelas, c'était canon. Où ça te prenait en photo, tu te couchais sur le lit, tu faisais une photo, ça te prenait en photo. Et on avait une vraie animation autour de ça. Mais en fait, on a réussi à collecter de la data de gens qui avaient vraiment envie d'acheter un matelas. Ceux qui essaient, qui se couchent dessus et qui ne posent pas juste une question, qui vont jusqu'à essayer. On savait que là, c'était le moment pour le capter, mais comment on faisait? Là, on s'est dit, vas-y, on va faire une petite photo, un machin, ça va être drôle. On l'imprime, on collecte un mail et tout. Et en fait, ils ont réussi à développer grâce à ça. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu as quand même cet enjeu de te dire, j'ai un fort passage, j'ai des prospects, clients potentiels. Et donc quand même d'arriver à se dire que je mise sur le fait de collecter de la donnée pour poursuivre la relation, quand bien même mon pop-up store n'existe plus, ou en fait il y a un sujet, j'en parlais avec un certain nombre de marques, où des fois il y a la frustration d'avoir beaucoup de passages, beaucoup de gens intéressés, et finalement pas tant d'achat que ça, et de se dire mince, je peux pas poursuivre la relation. Donc c'est hyper intéressant ce genre de dispositif, parce que tu te dis ok, il y a encore des gens que je vais pouvoir convertir après, quoi. Et puis c'est clairement la mission. Et tu te rends compte que quand tu t'installes une marque, par exemple un peu Natio, qui va faire une vingtaine de pop-up, à l'époque, on parlait souvent avec Bastien de Cabaya quand il a commencé. Moi, c'était pour l'exemple, c'est marrant, c'est que quand j'ai créé la première agence de pop-up, etc., le premier devis que j'ai fait avec cette agence-là, c'était pour Bastien Valenzy.
fondateur de Kabaya, et c'était pour designer le bar à bonnet. Okay. Donc il m'a appelé en fait en me disant j'ai une idée, un bar à bonnet, on m'a parlé de toi, voilà, tu fais des pop-up stores chez Unibail, j'ai envie d'en faire un. Ok, c'est comme ça qu'on a commencé, et c'était mon tout premier devis, c'est marrant pour l'anecdote d'ailleurs, et en fait on a commencé à créer ce truc-là, et on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, il en déployait, et ça il avait dit ça dans un podcast, mais je me rappelle de ça, et il avait dit que globalement il doublait son trafic dans la localité où était implanté son trafic web, j'entends, dans la localité où était implanté son pop-up store physique. Donc, il s'implante à Dijon et il va se prendre un effet de visite digitale depuis Dijon qui va doubler par rapport à ce qu'il avait avant. Dingue. Donc, tu te rends compte que c'est là où, si tu arrives à connecter ces infos-là, dire « Ah, mon pop-up, il n'a pas bien marché ». En fait, c'est faux. Tu te rends compte que là où tu as été implanté, tu as boosté ton flux et tu as boosté tes ventes. C'est ouf. Et finalement, ça devient un canal d'acquisition pour ton site web, potentiellement. Mais en fait, c'est de l'ADS physique. C'est exactement, c'est de l'ADS physique. Et tu fais une pub, sauf que tu te mets dans la rue et tu vas convertir des gens avec une expérience. Ouais. Ads physique hyper local en plus. Et hyper local. Du coup, sûrement qui convertit encore plus, quoi. Bah après, c'est ça, c'est comment tu arrives à cibler. Mais ça, c'est le choix, en effet, de l'emplacement, de la zone dans laquelle tu te mets, le lieu de flux, quoi. Dingo. C'est là le pouvoir aussi du physique. On en parlait avec Julien Morelli de Plantes pour tous, où ils ont une stratégie que je trouve hyper intéressante, c'est que sur leurs ventes, en fait, ils se servent de leurs ventes éphémères pour essayer de collecter de la donnée sur la localisation des gens qui viennent aux ventes. Et c'est ça qui leur permet d'imaginer quels seront leurs prochains points de vente physiques, pas itinérants, c'est-à-dire stable, leur prochain magasin. Et donc je trouve ça hyper intéressant. Là aussi, le physique peut servir, comme tu l'as dit, d'ads physique, mais le physique peut aussi servir d'aide. Enfin, en tout cas, le pop-up store, le physique éphémère peut servir à du coup l'aide à la décision sur l'implantation de prochains points de vente. Ça, c'est hyper malin, c'est sûr. Après, Plantes pour tous, j'avais suivi, mais en effet, leur façon de communiquer à la base, en fait, eux, ils ont vraiment réussi à prendre cette data et en faire un truc hyper efficace, quoi. Ouais. C'est qu'ils viennent à décider à quels endroits ils vont se mettre grâce à ces retours-là. Et non, ça, c'est lui, il a bouclé la boucle. Ouais. C'est hyper... Non, franchement, chapeau. Ouais, carrément. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de... Est-ce qu'il y a un avant et un après Covid, ce qui va nous permettre aussi d'initier la suite sur quelle est un peu ta vision sur le marketing, le commerce de demain. Tu me parlais du fait que je crois qu'il y avait effectivement eu un effet Covid. Est-ce que sur ton activité, sur l'implantation physique, il y a un avant et un après Covid ? En fait, nous, on l'a surtout vu sur les marques qui étaient bien présentes au digital et qui développaient en ads et qui se sont rendus compte que le coût de l'ads a explosé. Alors, nous, on n'est pas des sachants sur la partie ads. Évidemment, on doit le comprendre et le connaître parce que nos clients, ils nous en parlent et on doit faire des comparatifs. Mais on s'est rendu compte que les gros mastodontes, ils avaient les moyens en fait, d'attirer sur leur site web, alors que les petites marques, ça devenait compliqué. Et c'est là où on a fait rapidement des calculs et on s'est rendu compte que le coût mise en place physique versus ads, finalement, à un moment donné, presque ça s'équilibrait, quoi. Incroyable. Donc, tu te dis, OK, on va peut-être changer un peu notre façon de réfléchir. Et de toute façon, on est bloqué, on n'arrive pas à plus convertir. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu n'as pas d'autres sites web, par le métaverse, mais ça n'existe pas. Tu as les marketplaces. Tu as des marketplaces. Et puis après, tu te dis, OK, je vais faire des salons. Je vais faire des pop-up. Finalement, un salon, un stand, c'est ni plus moins qu'un pop-up. Tu as une cible donnée, tu essaies de la transformer. Tu fais des salons, tu fais des pop-up, etc. Et c'est là où on a eu quand même une grosse pause. Mais les centres co, c'était compliqué, Covid, etc. Mais il y a eu un regain extraordinaire en se disant, OK, il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense qu'il y a un effet global aussi, que ce soit des agences qui accompagnent les marques digitales, les DNVB, sur leur site, que ce soit ces agences-là ou d'autres qui font plus du physique, on se rend compte qu'il y a quand même un gros avènement en disant faites les deux, parce que vous n'êtes pas à l'abri qu'à un moment donné, votre transformation physique, elle vous emmène d'autres choses ou des implantations en wholesale après, parce qu'après tu peux aller dans les magasins partenaires, etc. Donc il y a aussi est-ce qu'on peut parler d'effet de mode ? Potentiellement, oui, un effet de mode, que toutes les marques, à un moment donné, elles doivent faire leur pop-up parce que c'est bien de le faire, mais c'est pas forcément rentable, mais ça peut t'emmener des nouvelles choses. Ouais. Donc, je pense que tout le monde essaie un peu pour ça, et tout le monde essaie en se disant, l'effet Covid, il fallait aller à la rencontre des gens, il y avait un vrai retour à la respiration, quoi. Ouais, à un moment donné, carrément. Mais est-ce que c'est vraiment un effet de mode ou un effet de...
être obligé de diversifier ses canaux. Parce qu'en fait, on parle de physique et de online, mais en fait, le sujet, c'est plus de la diversification des canaux de manière globale. C'est que c'est pas forcément que le physique, le online. Je parlais avec Arnaud Cheminot de 900 Care qui il tente aussi d'être présent sur des podcasts, il tente d'être présent sur des salons, il tente d'être présent sur potentiellement, pas encore, mais en tout cas sur des revendeurs, pas encore des marketplaces online, mais ils y réfléchissent. Donc en fait, finalement, tout ça, c'est juste la diversification des canaux, physiques ou online. Clairement. Non, mais ça, et l'avantage de la boutique éphémère ou tu vois, de l'apparition un peu pop-up, c'est qu'en fait, c'est le côté rationnel. Hein. Tu maîtrises tes coûts, tu as une petite opération, c'est pas aussi engageant qu'un bail commercial 369. C'est des trucs très palpables, hein, mais ça te permet, oui, d'une diversification et en faisant un test plus léger, moins coûteux, etc. Donc, et encore, tu vois... pour en revenir à Kabaya, mais il y a d'autres marques qui font ça, elles ont quand même un vrai effet déploiement pop-up tous les ans parce qu'il y a une grosse partie de leur business qui est fait comme ça, quoi. Ok. Donc en fait, oui, c'est un canal. Clairement, ça peut être un canal. Putain, mais hyper intéressant ce que tu dis sur l'itération, parce que c'est vrai que le pop-up store permet un truc qui est assez fou, c'est de se dire, c'est pas engageant, je peux itérer, apprendre de chacun de mes pop-up stores que je fais chaque année et resserrer l'entonnoir sur ce qui fonctionne et donc optimiser petit à petit mon ROI. J'optimise des ads, mais là, du coup, je peux optimiser aussi le ROI de mon pop-up store. Clairement, c'est surtout là où il faut arriver à aller. Alors, tout le monde n'a pas les moyens de le faire. C'est ça qui est compliqué quand tu ne transformes pas tout de suite. Mais en fait, tu apprends énormément sur ta marque, sur tes clients, sur ta façon de faire. Et surtout, en effet, tu peux venir optimiser et à un moment donné, réduire, resserrer la gamme, de vendre les produits qui se vendent bien, faire du happening à des moments spécifiques. Kabaya, on les connaît. Ils n'ont pas que des bonnets. Ils ont commencé avec des bonnets. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de produits. Tu peux dire, en hiver, tu fais un bar à bonnet Kabaya. Aujourd'hui, il ferait encore un carton. Ouais. Mais parce que même si... Donc, c'est là aussi de jouer avec ça, c'est de te dire que comme tu vas faire une campagne ad spécifique pour un truc, au même titre, tu peux venir t'installer et vendre un produit spécifique à un moment spécifique, à un endroit spécifique. Donc, c'est sûr. Hyper intéressant. Et justement, quel regard tu portes, et je pense qu'on va finir là-dessus, sur un peu, si on se projette dans le futur, toi, quel regard tu portes sur ton métier, ton activité, ce que tu proposes aux marques, et plus globalement, peut-être un peu dur comme question, mais quel regard tu portes sur le commerce de demain? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est déjà de voir, nous, à notre échelle, à l'agence, de voir comment on a pu transformer des clients marques en clients enseignes. Aujourd'hui, il y a des enseignes qui nous disent « Ok, venez rebooster ou créer des lieux d'expérience dans nos points de vente. » Donc, tu te dis déjà qu'il y a un côté un peu organique de la modification des concepts parce qu'on veut rajouter une grosse notion de service, on veut faire en sorte que quand tu te déplaces dans un magasin, tu vis vraiment quelque chose. Ça, je l'apprends à personne. On a tous compris aujourd'hui que tu les vois, ceux qui sont en train d'avoir de grosses moments de souffrance et de solitude là, sur le retail, c'est que ça manquait parfois d'expérience en physique. Ouais. Donc, il y a déjà un gros revirement de situation là-dessus. OK, on fait de l'expérience, on veut réenchanter les points de vente, on veut faire des points de vente qui soient plus agréables. Évidemment, toute la partie éclairage, décoration, etc., ça va avec, mais surtout la notion de service. Donc, je pense en effet que cette modification-là, elle tend à aller plus loin dans la recherche de l'univers de marque, de présenter les choses de manière plus transparente, plus immersive, etc. Donc je pense qu'on a quand même un futur, je trouve, positif et agréable autour des marques parce qu'on sait qu'il y a un truc à jouer autour de ça. Ouais. Je pense qu'on n'a pas percé encore le secret exact de ce que voulait un conso à la fin. Est-ce qu'il veut de la facilité, de la simplicité, de la rapidité pour avoir son produit ou est-ce qu'il veut quand même vivre quelque chose autour ? Ça ne marche pas pour tous les produits, pour toutes les marques, mais globalement, on se rend compte que si on arrive à créer, tu sais, ce truc dont on parlait au début, créer ce petit moment juste de connexion avec une marque, avec un client, on se dit, en fait, ça y est, il a acquis notre cause. Et ça, en digital, tu peux arriver à faire des choses, mais le physique, ça t'aide quand même vachement à le transformer. Donc voilà, pour ça, je pense qu'on a un vrai phénomène. Et vu les demandes qu'on a aujourd'hui, et il y a vraiment des boîtes avec qui il y a du succès, on arrive à déployer des pop-up, des formats de kiosques, etc. Et ça marche, et ils font du CA, et ils sont contents. Donc je me dis qu'il y a quand même des choses à faire. Ouais, donc le futur du commerce, c'est des marques qui sauront créer une histoire autour de leur marque et sauront créer un attachement émotionnel fort
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait un peu écho à ce qu'on voit sur l'univers de la mode où il y a une polarisation assez forte entre, je dirais, le fast-food de la mode, la fast fashion, j'ai pensé à ça Shein, exactement. etc. Et du coup, finalement, les marques qui arrivent à s'en sortir parce qu'elles ont une image forte, et entre les deux, et du coup, on a une catastrophe qui est en train de se créer avec une crise sans précédent où beaucoup d'enseignes sont en difficulté. Et je trouve que ça illustre parfaitement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, il y a soit des gens qui font un achat de commodité à des prix très faibles. Mais du coup, peu importe l'expérience. Peu importe l'expérience. Soit ils cherchent l'expérience, l'attachement au produit, et entre les deux, il reste quasiment plus rien. Exactement. Mais je pensais à ça quand je t'en parlais, mais c'est exactement ça. Tu vois, ce week-end, j'ai acheté un truc sur une marque qui s'appelle Drapeau Noir, que je connaissais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu commences à arriver sur le site, tu vois les fringues, les trucs, c'est super, c'est bien, etc. Tu lis l'histoire de chaque fringue, et là, tu fais, c'est génial, j'ai envie de porter ça. Ouais. Alors ouais, c'est cher. Je trouve ça, en tout cas, c'est plus cher que la moyenne. Mais en fait, tu te dis, ça va dans le bon sens. Ouais. Et en soi, tu te dis, ok, le site, l'environnement, le truc te fait plaisir à voir, tu vois. Et là, t'adhères au sujet parce qu'il se passe un truc, quoi. Ouais, c'est quasiment une revendication de ta consommation. Mais tu vois, la génération d'aujourd'hui, elle est en boost et en recherche d'identité. Toutes les identités aujourd'hui sont importantes. Chacun cherche à se sortir d'un moule pour être quelqu'un en soi, une personne, une identité soi-même. Et tu vois, clairement, le fait de dire je porte telle ou telle marque ou je fais tel ou tel effort, aujourd'hui, ça a clairement du sens. Donc, les marques ont compris, que ce soit des DNVB ou que ce soit des enseignes ou peu importe, les marques ont compris, clairement, elles ont, ça y est, elles ont le truc qui fait cet attachement. Ouais, ok. Elles permettent de donner du sens au comportement d'achat des gens, et c'est ce qu'ils attendent, c'est de trouver du sens dans ce qu'ils achètent. Ouais. En fait, on le recherche, là, tu vois, à la fin. Donc, non, clairement. Hyper cool. Tu me parlais de Drapeau Noir, donc ça me fait une super passe D sur te demander, comme je demande un peu à tout le monde qui passe devant moi, si tu as des inspirations de marques que tu trouves intéressantes, de dispositifs que tu aurais vus, que tu trouves intéressants, des choses qui t'inspirent au quotidien, voire même si tu as des ressources que toi tu regardes souvent. Est-ce que tu as quelques inspi à nous partager ? Ouais, il y a en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent en Asie, plutôt sur la partie expérience ou pop-up, etc. Au Japon aussi, on retrouve beaucoup de concepts, surtout sur la food, qui est toujours dans une subtilité de l'accueil client. Avec, franchement, tu as l'impression qu'ils vendent pas de produits. Tu rentres. Non, mais c'est ça qui est fou. En France, on a ce truc où si tu mets pas trop de produits en avant, tu as du mal à vendre. Il faut un effet de choix. Au Japon, on arrive à trouver des concepts comme ça qui sont hyper léchés. Tu as l'impression qu'il y a zéro produit. Ouais. Et l'expérience est extraordinaire. J'ai pas visité perso, mais je suis pas mal de trucs comme ça. Il y a un site qui s'appelle Super Futur aussi, qui est canon. Il y a souvent des nouveaux pop-up, des nouvelles choses. Je le partage sur mon LinkedIn régulièrement. Je mets des news là-dessus et je partage un peu mon point de vue sur des sujets. Mais globalement, qu'est-ce qui m'a un peu surpris ces derniers temps qui peut être chouette je sais pas, on s'inspire tellement de plein de trucs finalement. C'est un espèce de mix. On passe la journée à être inspiré par plein de trucs, et puis quand il faut parler des inspirations, on est en mode putain, non, en fait, il y a tellement de trucs. C'est plutôt des matériaux, tu vois, il y a un peu des matériaux. On a investi aussi pas mal de temps avec une boîte qui est en Bourgogne, qui est spécialiste en fait dans le retraitement de déchets plastiques, qui le broie et en fait qui le revend à des mecs qui refabriquent de la matière première plastique en fait pour la refondre, etc. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, vas-y, on en fait des matériaux, on en fait des plaques, des choses comme ça. Tu vois, donc on passe du temps sur aussi des sujets qui sont des vrais sujets qui, pour nous, ont du sens. C'est-à-dire comment on traite les fins de vie des kiosques. Là, on se met de plus en plus à avoir des clients qui nous disent, en fait, mon kiosque, je ne veux pas le détruire, je veux essayer de le revendre parce qu'on l'a monté une fois, deux fois, puis on se dit, tiens, en fait, il peut intéresser d'autres gens. Donc, on se met à le revendre. Au-delà de ça, on a des clients dans les bijoux, des bijoux en ce moment qui nous disent est-ce que tu n'as pas des pop-up à vendre ? Des anciens, nous on voudrait rebrander, etc. Et à la fois, donc mes inspirations en ce moment, c'est plus me dire voilà, où est-ce qu'on collecte les bons matériaux, comment on peut avoir des choses qui sont novateurs, mais en dépensant un peu moins dans des trucs inutiles. Ouais. Donc c'est ça qui va être un peu en ce moment le trust du truc, quoi. Ouais, rationaliser les coûts tout en étant responsable, quoi. Ouais, ça c'est le côté rationnel du métier, c'est qu'à la fin un kiosque, il faut que ça coûte pas trop cher, faut qu'on ait du ROI, faut que tu vois, on arrive à le rentabiliser sur peu de temps en plus.
Et donc, fondamentalement, tu es obligé de faire attention à tout ça. Quoi. Carrément. Merci beaucoup, Maxime. C'est un plaisir. Je veux juste qu'on rappelle que du coup, tu es CEO de Share Clients. Donc, si je veux me renseigner sur Share Clients, je peux aller sur shareclient.fr. C'est bien ça. Exactement. On peut te suivre sur LinkedIn, Maxime Trova. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut te suivre, Twitter, je sais pas Non, globalement, LinkedIn, je passe un peu de temps. Et puis, en effet, site web et après en physique. Trop bien. Parce que c'est quand même comme ça que... c'est la preuve. Voilà. Donc, Maxime Trova sur LinkedIn, shareclient.fr. Merci beaucoup, Maxime. C'est un plaisir. Et puis, à bientôt sur l'Avant-Garde. Merci.